my record. Now I break you, like I break your friend. Ce que vous voyez dans Bloodsport, ce n'est qu'une illusion. Derrière chaque coup de pied, chaque combat et chaque victoire à l'écran, il y a du sang, de la sueur, des douleurs réelles et des sacrifices que presque personne n'a vus. Un tournage chaotique, un film que personne ne prenait au sérieux. Et un homme seul, fauché, épuisé, qui a refusé d'abandonner quand tout semblait perdu. Cette histoire n'est pas celle d'un simple film d'action. C'est celle d'un combat pour exister. Et après avoir découvert ce qui s'est réellement passé, vous ne regarderez plus jamais Bloodsport de la même façon. I came and they gave me Bloodsport, the perfect movie to show a billboard. Imaginez un écran qui s'illumine d'une énergie brute, où des coups de pied fulgurants fendent l'air, où des postures en grand écart défient la gravité, et où des combats explosifs captivent le regard. Bloodsport, ce film qui s'est imposé comme un panneau d'affichage parfait pour l'action des années 80, promettait un spectacle viscéral, une plongée dans un monde souterrain de tournois clandestins où le corps humain est poussé à ses limites ultimes. Mais derrière cette façade d'adrénaline pure, derrière ces séquences qui font vibrer les spectateurs avec leur intensité presque palpable, se cache une réalité bien plus âpre, un combat bien plus ardu que tout ce qui se déroule à l'écran. Le tournage de Bloodsport n'était pas seulement difficile. Il était une épreuve impitoyable, un périple semé d'obstacles que peu d'individus auraient pu surmonter sans flancher. Une fois que vous connaîtrez l'histoire complète, ce récit enfoui sous les couches de gloire rétrospective, vous ne pourrez plus regarder le film de la même manière. Les mouvements rapides, les chorégraphies explosives, tout cela masquait une lutte harassante, une bataille contre des contraintes insurmontables. Jean-Claude Van Damme n'a pas simplement interprété un rôle dans ce film, il l'a défendu avec une ferveur qui allait bien au-delà de la performance. Il a lutté pour son existence même, pour que ce projet voie le jour contre vent et marée. Souvenez-vous de ces mots, évoquant les modestes cachets qui marquaient le début de sa carrière. I was paid $25,000 for Bloodsport, and then was $50,000 for the next one, for Cyborg, and $75,000. 25 000 $ pour Bloodsport, puis 50 000 pour Cyborg, et 75 000 pour le suivant. Ces chiffres, si modestes en regard des blockbusters hollywoodiens, soulignent la précarité d'un homme qui misait tout sur un pari risqué. Des problèmes budgétaires aux égaux en conflit, des emplois du temps d'entraînement impossibles aux menaces de voir le projet abandonné purement et simplement, la réalisation de Bloodsport fut elle-même un combat épique. Et au cœur de cette tourmente, Jean-Claude Van Damme, désespéré de saisir sa grande opportunité, se poussa jusqu'à l'extrême absolu, risquant tout pour que le film prenne forme. Ce que le public a découvert à l'écran était un classique de l'action à haute octane, un hommage vibrant aux arts martiaux qui pulsait d'une énergie contagieuse. Mais en coulisses, c'était une histoire de sang versé, de sueur abondante, et de rêves qui frôlaient la fracture irrémédiable. Des décennies plus tard, le récit authentique de la genèse de Bloodsport émerge enfin des ombres, révélant les sacrifices invisibles qui ont forgé ce qui est devenu une icône du genre. Cette illusion cinématographique, si séduisante et si dynamique, contrastait violemment avec la réalité d'un tournage chaotique, où chaque prise était une victoire arrachée à l'adversité. Le film promettait de l'action sans relâche, mais sa création fut un marathon d'endurance, un test de résilience humaine qui transcendait les limites du plateau. En revisitant cette histoire, on comprend que Bloodsport n'était pas qu'un divertissement. C'était le reflet d'une détermination farouche, un miroir tendu à la persévérance face à l'inconnu. Cette promesse du film, un tournoi mythique, des combats sans merci, un héros qui triomphe par la force de sa volonté, masquait une production marquée par l'incertitude et le doute. Le contraste est saisissant. À l'écran, tout paraît fluide, chorégraphié avec une précision millimétrée, mais en réalité, chaque scène fut improvisée dans l'urgence, chaque mouvement porté par une tension palpable. Jean-Claude Van Damme, avec son accent belge encore prononcé et son corps sculpté par des années de discipline, incarnait cette dualité.
un guerrier invincible dans le récit fictif, mais un homme vulnérable, luttant pour sa survie professionnelle dans le monde impitoyable de Hollywood. Les obstacles n'étaient pas seulement logistiques, ils étaient profondément personnels, touchant à l'essence même de l'ambition. Des budgets étriqués qui forçaient à des compromis constants, aux égos qui s'entrechoquaient comme des points dans l'arène, en passant par des horaires d'entraînement qui défiaient les limites physiques, tout conspirait à faire dérailler le projet. Pourtant, au milieu de ce chaos, Van Damme persistait, transformant chaque revers en opportunité. Il n'était pas seulement un acteur, il était le gardien de ce rêve fragile, prêt à tout pour le protéger. Le film, une fois achevé, offrait au spectateur une catharsis d'action pure, mais sa naissance fut un calvaire, un périple où les rêves menaçaient constamment de se briser. Aujourd'hui, en déterrant ces anecdotes, on mesure l'écart abyssal entre l'illusion projetée et la réalité endurée. Bloodsport n'était pas né d'un processus lisse et professionnel. Il était le fruit d'une bataille acharnée, où chaque cadre capturé était une conquête sur l'adversité. Cette introduction au récit nous plonge dans ce gouffre, nous invitant à explorer les strates cachées d'un film qui, sous ses airs de spectacle explosif, cache une odyssée humaine d'une profondeur insoupçonnée. Le voile se lève sur une époque où les films d'action étaient souvent produits à la chaîne, avec peu de moyens mais beaucoup d'ambition. Cannon Film, ce studio connu pour ses productions rapides et bon marché, incarnait parfaitement cette ère. Bloodsport, avec son budget modeste et son scénario inspiré d'une histoire controversée, s'inscrivait dans cette lignée, promettant des frissons sans prétention. Mais la réalité du tournage transforma cette promesse en un défi herculéen. Van Damme, fraîchement arrivé d'Europe, n'avait pas les connexions ni les ressources pour naviguer facilement dans cet univers. Ces cachets progressifs de 25 000 à 75 000 $ témoignent d'une ascension laborieuse, où chaque dollar gagné était une validation de sa ténacité. Les obstacles s'accumulaient, des conflits internes qui minaient la cohésion de l'équipe, des plannings d'entraînement qui épuiseraient n'importe quel athlète, et même des menaces d'annulation qui planaient comme une épée de Damoclès. Dans ce contexte, le film devenait plus qu'un projet, il était un champ de bataille personnel pour Van Damme. À l'écran, les combats étaient stylisés, presque poétiques dans leur violence, mais en coulisses, c'était une guerre contre le temps, l'argent et les doutes. Le public voyait un héros triomphant, mais ignorait les nuits blanches, les blessures accumulées, les rêves qui vacillaient. Cette illusion d'aisance, si caractéristique des films d'action de l'époque, contrastait avec la sueur réelle versée pour chaque prise. Bloodsport, en somme, était un mirage cinématographique, un spectacle d'invincibilité forgé dans la vulnérabilité la plus crue. En explorant cette dichotomie, on touche à l'essence même du cinéma d'action des années 80 à 90, où les stars comme Van Damme incarnaient non seulement des rôles, mais des luttes bien réelles pour émerger de l'ombre. Au milieu des années 80, Jean-Claude Van Damme n'était qu'un visage anonyme dans le tumulte de Los Angeles, une ville qui broyait les rêves autant qu'elle en nourrissait. Il n'était pas une étoile montante, pas un nom gravé sur les listes des studios prestigieux. À 25 ans, ce Belge expert en arts martiaux n'avait aucun crédit d'acteur à son actif, aucune connexion influente, et encore moins d'argent en poche. Il avait tout abandonné à Bruxelles, sa maison, sa famille, toute forme de stabilité pour poursuivre un rêve que la plupart considéraient comme une folie irréaliste. À son arrivée aux États-Unis, son anglais était balbutiant, hésitant, un obstacle de plus dans un pays où la communication était clé. Dans son sac de voyage usé, il transportait une paire de nunchaku, une pile de photos de ses jours de compétition en karaté, et une détermination qui défiait les probabilités. Pendant des mois, il erra d'un canapé d'ami à l'autre, dormant parfois dans la banquette arrière d'une voiture délabrée. L'argent pour la nourriture était sporadique, certains jours, il mangeait, d'autres non. Pour survivre, Jean-Claude acceptait n'importe quel boulot. Livreur de pizza, poseur de moquette, même videur dans une boîte de nuit, bien qu'il avoue avoir été trop poli pour expulser quiconque avec fermeté. Mais au travers de cette précarité, une constante persistait, l'entraînement. Chaque jour, sans exception, il s'étirait pendant des heures dans des parkings aléatoires, perfectionnait ses coups de pied sur le sable des plages, et s'exerçait au shadow boxing devant les miroirs de gymnase fermés. Sa flexibilité était son atout maître, et il l'affinait avec une obsession presque monacale. Même lors des journées de faim, il refusait de laisser son corps s'amollir. Ce n'était pas seulement une question de forme physique. C'était une préparation mentale, une vigilance constante pour être prêt si l'occasion se présentait enfin.
Le grand tournant pour Jean-Claude ne vint pas d'une audition formelle ou d'un appel d'un studio. Il surgit d'un parking banal. Un après-midi, il repéra Menahem Golan, le producteur et cofondateur de Cannon Film, à l'extérieur d'un restaurant à Los Angeles. Sans une seconde d'hésitation, Jean-Claude s'approcha, se présenta comme un artiste martial, et improvisa une démonstration spontanée sur le bitume, culminant avec un coup de pied volant à 360 degrés qui s'arrêta à quelques centimètres du visage de Golan. Le producteur, surpris, impressionné et amusé, lui tendit sa carte et l'invita à passer au bureau. Cette audace le plaça sur le radar de Cannon, mais ce n'était pas encore une garantie de contrat. Pendant des semaines, Jean-Claude traîna autour du studio, acceptant de petits rôles et doublant dans des scènes de combat mineurs. Mais le rôle qu'il convoitait ardemment était le principal dans Bloodsport, un film à petit budget basé sur l'histoire supposée vraie d'un combattant clandestin nommé Frank Dux. Le studio hésitait. Jean-Claude avait les mouvements, la technique irréprochable, mais pouvait-il porter un film entier? Était-il capable d'acteur? Refusant de capituler, Jean-Claude revenait sans cesse, s'invitant dans des réunions de pitch, démontrant ses compétences dans les couloirs, offrant même de chorégraphier des scènes de combat gratuitement. Petit à petit, sa persévérance fissura les résistances. Peut-être parce que personne d'autre ne voulait du rôle, il l'obtint enfin, il incarnerait Frank Dux. Cela aurait dû ressembler à une victoire triomphale, mais pour Jean-Claude, c'était le début d'une nouvelle épreuve. Il avait le rôle, mais pas la sécurité. Le salaire était minuscule, le scénario faible, et le tournage l'emmènerait à Hong Kong, un territoire inconnu où rien ne serait familier et où la sécurité serait précaire. De plus, Cannon Film avait une réputation pour produire des films B oubliables, des œuvres jetables destinées au rayon VHS. Pourtant, rien de tout cela ne découragea Jean-Claude. Il avait obtenu ce qu'il était venu chercher, une véritable chance, et il n'allait pas la gâcher. Ce qu'il ignorait alors, ce que personne ne pouvait anticiper, c'était l'ampleur des sacrifices requis pour concrétiser Bloodsport. Ce ne serait pas seulement son corps en jeu, ce serait sa carrière, sa dignité, et en un sens, son identité entière. Le film le propulserait vers la gloire ou l'anéantirait complètement. Cette période de sa vie, marquée par une misère tenace et une discipline inflexible, reflétait l'essence d'un homme obsédé par son rêve. Los Angeles, avec ses promesses illusoires, était un terrain miné pour les outsiders comme lui, mais Van Damme refusait d'abandonner, transformant chaque revers en fuel pour sa détermination. Sa routine quotidienne ou étirements interminables, entraînement solitaire n'était pas qu'une préparation physique. C'était une affirmation de sa résilience, un refus catégorique de se laisser submerger par l'adversité. En repensant à cette époque, on mesure la profondeur de sa précarité. Un immigré sans filet de sécurité, naviguant dans une industrie impitoyable avec pour seules armes son talent martial et sa volonté inébranlable. Les nuits passées dans sa voiture, les repas sautés, les jobs ingrats, tout cela forgeait un caractère d'acier, prêt à affronter les tempêtes à venir. Jean-Claude n'était pas seulement un combattant sur le tatami, il l'était dans la vie, un inconnu qui refusait catégoriquement de quitter l'arène. Cette obsession pour la préparation, cette vigilance constante, n'était pas de la vanité. C'était une survie instinctive, une conviction que l'opportunité frapperait s'il restait prêt. Et quand elle vint, sous la forme de ce rôle dans Bloodsport, elle marqua le pivot d'une carrière, mais aussi le début d'un chapitre où chaque pas était un pari sur l'avenir. Lorsque Jean-Claude Van Damme décrocha enfin le rôle principal dans Bloodsport, il ne s'engageait pas dans une production hollywoodienne lisse et bien huilée. Il plongeait tête la première dans un tourbillon de désordre absolu. Les fondations du film étaient instables dès l'origine, érigées sur une histoire que presque personne dans l'industrie ne prenait pour argent comptant. Le scénario s'inspirait des affirmations extravagantes et controversées de Frank Dux, un ancien marine américain qui prétendait avoir participé à un tournoi secret d'arts martiaux appelé le Kumite, où il aurait été invaincu et aurait établi de multiples records en combat à main nue. Mais au moment où Bloodsport entrait en développement, des journalistes et des experts en arts martiaux avaient déjà commencé à démanteler son récit, le qualifiant de fabrication ou de pure fantaisie. Pourtant, Cannon Film y vit un potentiel, non pas parce qu'il croyait en la véracité de Dux, mais parce que l'histoire offrait assez de spectacles pour construire un film d'action, à condition de le faire à bas coût. Et le bas coût était précisément l'essence de Bloodsport. Le budget était une fraction infime de ce que les grands studios investissaient dans des films d'action similaires à l'époque.
Canon confia le projet à un réalisateur nommé Newt Arnold, un assistant réalisateur chevronné qui n'avait dirigé qu'un seul long métrage des décennies plus tôt. L'équipe était réduite, les ressources limitées, et la plupart des participants voyaient Bloodsport comme un simple bouche-trou d'action, destiné aux séances de minuit dans les cinémas ou au marché émerge de la VHS. Personne n'imaginait qu'il laisserait une trace durable. Jean-Claude, cependant, ne le traitait pas ainsi. Pour lui, Bloodsport n'était pas un projet jetable, c'était une bouée de sauvetage vital. Il croyait en l'histoire, même si les autres la balayaient d'un revers de main. Cette conviction le porta à travers ce qui devint l'un des tournages les plus exigeants physiquement et mentalement de sa carrière. Le tournage fut fixé à Hong Kong, loin du confort des plateaux hollywoodiens. Pour Jean-Claude, cela signifiait naviguer dans un monde entièrement nouveau, imprégné de culture et de pratiques étrangères. L'équipe de production était un mélange hétéroclite d'Américains et de locaux hongkongais, ce qui entraînait des problèmes de communication constants. Certaines instructions devaient être traduites plusieurs fois avant d'être comprises. L'équipement n'arrivait pas toujours à temps, les lieux de tournage étaient restreints, et les retards dus à la météo étaient fréquents. Le casting lui-même était une assemblée étrange de bodybuildés, d'artistes martiaux et de combattants de scène, beaucoup sans expérience réelle d'acteur. Bolo Yeung, qui incarnait le principal antagoniste Chong Li, imposait une présence massive et intimidante sur le plateau. Bien que respectueux, il était connu pour son intensité et son imprévisibilité dans la force de ses coups. Pendant les scènes de combat, Jean-Claude dut rapidement établir une confiance et une alchimie avec lui, sachant qu'il tournerait certaines des séquences les plus agressives du film. Ensuite vint le défi de la chorégraphie. Sans budget pour engager des coordinateurs de combat renommés ou pour passer des semaines en répétition, de nombreuses scènes de lutte durent être esquissées et improvisées sur le moment. Jean-Claude, habitué à une forme parfaite et à une technique précise, trouva cela frustrant. Des années d'entraînement l'avaient conditionné à exécuter des mouvements avec une concentration laser. Mais maintenant, sous pression, avec les caméras qui tournaient et très peu de temps pour des reprises, on lui demandait d'inventer au fur et à mesure. Malgré le chaos ambiant, des éclats de génie émergèrent. Le format du tournoi dans le film conférait une rythmique claire. Chaque adversaire arborait un style de combat différent, et Jean-Claude contribua à concevoir le flux de ces scènes. Il voulait que les combats ressemblent à une progression réelle, chacun devenant plus ardu, plus périlleux, plus personnel. Mais tout le monde sur le plateau n'était pas convaincu que le film fonctionnerait. Certains membres de l'équipe américaine plaisantaient en disant qu'ils auraient de la chance si le film atteignait même la vidéo domestique. D'autres trouvaient Jean-Claude trop rigide, trop étranger, ou trop étrange pour connecter avec un public. Un caméraman aurait même demandé si on devait prendre ce type de karaté au sérieux. Jean-Claude entendait ces murmures, mais il s'en moquait. Il savait ce que ce film pouvait devenir, pourvu qu'il soit achevé. Pourtant, les retards de production s'accumulaient. Des scènes étaient supprimées, des lieux entiers abandonnés parce que l'équipe ne pouvait plus se permettre de rester à Hong Kong. Le planning se resserrait sans cesse. À la dernière semaine, tout le monde se hâtait pour terminer avant que le temps ou l'argent ne s'épuise. Mais ce qui suivit n'était pas prévu au programme, et ce n'était pas une initiative que la plupart des acteurs oseraient. Jean-Claude n'allait pas laisser son unique chance être enterré sans combattre. Cette phase du tournage, marquée par un scepticisme généralisé et un chaos organisationnel, reflétait l'esprit des productions Canon Film. Rapide, économique, souvent improvisé. Bloodsport, avec son scénario controversé et son budget famélique, était emblématique de cette approche. Jean-Claude, en y investissant une foi inébranlable, transformait ce qui aurait pu être un échec en une opportunité de briller. Les défis logistiques, traductions laborieuses, équipements défaillants, cast hétérogène lui ajoutaient à l'atmosphère tendue, mais aussi à l'authenticité brute du film. En Hong Kong, loin des studios aseptisés, le tournage prenait des allures d'aventure périlleuse, où chaque jour était une négociation avec l'inconnu. Bolo Yeung, avec sa stature imposante, incarnait parfaitement le antagoniste, mais sa présence réelle sur le set amplifiait les risques, forçant Jean-Claude à adapter sa technique en temps réel. La improvisation forcée des chorégraphies, bien que frustrante, généra des moments iconiques, où la progression des combats miroirait l'ascension du personnage. Malgré les doutes ambiants, Jean-Claude persistait, son énergie contagieuse infusant le projet d'une vitalité qui transcendait les limitations. Ce film, que personne ne prenait au sérieux,
devenait sous ses impulsions un témoignage de résilience, un reflet des luttes invisibles dans l'industrie du cinéma d'action des années 80. Tourner des scènes de combat pour un film d'action est généralement un processus contrôlé, où les doublures, les répétitions, les protections et une chorégraphie minutieusement planifiée créent l'illusion du danger tout en préservant la sécurité des acteurs. Mais Bloodsport n'offrait pas ce luxe. Le budget était si serré que des économies étaient faites à chaque tournant, parfois au péril de la santé. Pour Jean-Claude Van Damme, cela signifiait accomplir presque tout lui-même, même si cela impliquait de risquer des blessures graves. Il n'y avait pas de doublure pour son personnage. Chaque coup de pied, chaque salto, chaque punch et chaque rotation était exécuté par Jean-Claude en personne. C'était l'accord tacite. Il insistait là-dessus, non seulement pour prouver sa valeur, mais parce que le film ne pouvait se permettre personne d'autre. Ainsi, ce que le public verrait finalement à l'écran, chaque roundhouse aérien, chaque coup de pied en grand écart bondissant était authentique, et cela avait un coût élevé. Dès la première semaine de tournage, il devint évident que la production peinait à suivre la précision de Jean-Claude. Les timings étaient décalés, les signaux manqués menaient à des coups accidentels. Un figurant lança un vrai coup de coude qui frôla de justesse la tempe de Jean-Claude. Un autre rata une chute et faillit se déchirer un tendon. Il n'y avait pas d'équipe médicale dédiée sur place, juste des sacs de glace et de l'aspirine. Le planning ne tolérait pas les retards. Si quelque chose dérapait, on continuait à tourner. Les moments les plus périlleux survenaient lors du combat climactique avec Bolo Yeung, le bodybuildé massif qui jouait Chong Li. Bolo n'était pas seulement intimidant à l'écran, il l'était vraiment sur le plateau. Connu pour ses rôles dans les films d'arts martiaux hongkongais, Bolo ne retenait pas toujours ses coups. Il frappait fort et attendait la réciproque. Lors d'une prise, Jean-Claude encaissa un coup au corps qui lui coupa le souffle. Dans une autre, il atterrit durement sur le dos lors d'une projection et dut continuer malgré des ecchymoses visibles. Il n'y avait pas de mât sur le sol du set du tournoi, juste un tapis fin sur du béton. Chaque chute était réelle, chaque atterrissage douloureux. Puis vinrent les séquences en aveugle. Dans l'une des scènes les plus iconiques de Bloodsport, le personnage de Jean-Claude combat les yeux bandés par une attaque de poudre. La séquence est dramatique, coup de pied au ralenti, mouvement désorienté, instinct pur guidant le duel. Mais derrière la caméra, la tension était palpable. Jean-Claude avait répété pendant des semaines pour développer la mémoire musculaire nécessaire. Il travaillait son équilibre, s'exerçait les yeux fermés, répétant les mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent instinctifs. Pourtant, tourner cela était incroyablement risqué. Si un signal était manqué, il pouvait se blesser gravement ou blesser son adversaire. Il évita le pire, non parce que c'était facile, mais parce qu'il refusa d'arrêter avant la perfection. Les reprises étaient presque inexistantes sur le plateau. Le planning était implacable, le cast avait souvent une ou deux chances pour réussir, et sinon, le réalisateur passait à la suite. Cela signifiait tourner des scènes avec des boiteries, des bandages, ou en luttant contre l'épuisement. Jean-Claude insistait aussi pour que les combats paraissent fluides et cinématographiques. Cela impliquait non seulement d'exécuter les techniques, mais de les faire proprement, en séquence, devant la caméra, dans les espaces confinés de la plateforme du tournoi. Certains combattants n'étaient pas habitués à se battre pour l'objectif. Alors Jean-Claude commença à diriger une partie de la chorégraphie lui-même. Il passait en revue les scènes, ajustait les mouvements, suggérait de nouvelles séquences pour les rendre plus excitantes. L'une de ses idées devint la signature du film, les knockouts au ralenti avec des coups de pied volants en grand écart. Ces mouvements n'étaient pas dans le scénario original, mais Jean-Claude voulait conclure les combats en mettant en valeur sa flexibilité et son habileté, sans effets spéciaux. Les coups devaient être réels, chronométrés à la perfection, capturés sous plusieurs angles. C'est ainsi qu'un seul coup de pied volant devint une séance de 5 heures. Jean-Claude le répéta inlassablement jusqu'à ce que le timing et le mouvement de caméra soient impeccables. Ses jambes tremblaient à la fin, mais il l'obtint. Rien de tout cela n'était standard, ni même sûr. Mais cela contribua à l'attrait brut et gritty du film. Pas de polish artificielle, seulement de l'effort pur. Pas de coups simulés, juste des impacts réels, des ecchymoses authentiques et des conséquences tangibles. Derrière l'objectif, le film commençait à prendre forme visuellement. Les combats paraissaient authentiques, et l'agilité de Jean-Claude était inédite. Pourtant, personne sur le plateau ne pouvait prédire si cela fonctionnerait.
L'histoire était mince, les performances inégales, et le tribut physique sur l'acteur principal commençait à se manifester. Jean-Claude n'était pas seulement fatigué, il souffrait. Son corps était endolori, ses articulations à vif. Et pourtant, il persistait, convaincu que le film changerait sa vie. Il avait raison. Mais d'abord, le film devait survivre à ce qui suivrait. Car lorsque les caméras s'arrêtèrent et que la dernière image fut capturée, l'équipe remballa et rentra à Los Angeles, prête à découvrir ce qu'ils avaient créé. Et le studio le détesta absolument. Ce prix physique, payé en blessures et en épuisement, était le rêve incarné pour Van Damme, un témoignage de sa dévotion. Dans le contexte des films canon, où les économies primaient sur la sécurité, ces risques étaient amplifiés, rendant chaque scène une victoire personnelle. Bolo Yeung, avec son intensité réelle, ajoutait à la pression, forçant une adaptation constante. Les séquences aveugles, les chutes sur béton, les répétitions épuisantes, tout cela forgeait l'âme du film, transformant la douleur en art cinématographique. Lorsque Jean-Claude Van Damme rentra à Los Angeles après le tournage chaotique à Hong Kong, il était exténué mais empli d'espoir. Le processus avait été brutal, certes, mais les rushs paraissaient solides. Les combats étaient nets, et la caméra avait saisi certains de ses meilleurs moments. Pour la première fois de sa vie, il sentait que peut-être, juste peut-être, il avait accompli quelque chose qui le propulserait enfin dans les cercles hollywoodiens. Mais vint alors la projection studio. La première version brute de Bloodsport fut montée par l'équipe de Cannon Film sans l'implication de Jean-Claude. Elle durait trop longtemps, le rythme était bancal, et les combats manquaient d'impact. Elle semblait lente, maladroite, déséquilibrée. L'énergie si intense sur le plateau s'était évaporée dans le montage. Lorsque les exécutifs de Canon visionnèrent cette version, ils ne furent pas impressionnés. En fait, certains étaient visiblement frustrés. Des rumeurs circulaient que quelques-uns étaient sortis avant la fin. Selon Jean-Claude, quelqu'un dans la salle employa le mot « embarrassant ». On parla de l'enterrer complètement, l'abandonner, l'amortir comme une perte, et passer à autre chose. Ce n'était pas inhabituel pour Canon. Le studio avait l'habitude de produire des films d'action à bas budget, et si un projet ne semblait pas rentable, il ne s'acharnait pas. Bloodsport n'était pas une priorité dès le départ. Il avait été approuvé sur un coup de tête, avec un budget minuscule et sans star bancable. Pour les exécutifs, c'était juste un autre film d'action jetable, qui s'était révélé pire que prévu. Jean-Claude fut dévasté. Il avait tout donné à ce projet. Son corps, son temps, ses derniers dollars. Et maintenant, le studio était prêt à l'oublier. Mais au lieu de s'éloigner, Jean-Claude fit quelque chose que la plupart des acteurs n'oseraient même pas proposer. Il demanda à remonter le film lui-même. Pour être clair, Jean-Claude n'avait aucune formation formelle en montage. Il ne savait pas utiliser les machines, ni opérer les logiciels. Mais il possédait une compréhension instinctive du mouvement, du rythme et de l'impact. Des années d'arts martiaux lui avaient appris à sentir le timing, non seulement dans le combat, mais dans l'accumulation de chaque instant. Et c'était précisément ce qui manquait au film. Il convainquit l'équipe de lui donner une chance. Pas le contrôle total, mais l'accès. Il s'assit aux côtés d'un monteur pendant des jours, examinant image par image, aidant à resserrer les séquences de combat. Il coupa les pauses maladroites, raccourcit les transitions lentes, et suggéra de nouveaux angles pour les réactions. Il se concentra sur le tempo des affrontements, voulant que chaque mouvement frappe comme un battement de tambour. Il ajusta la vitesse de certains coups pour souligner la puissance, en allongea d'autres pour bâtir la tension. Même les séquences iconiques au ralenti furent insérées avec soin pour ajouter du drame sans alourdir le rythme. Ce n'était pas seulement les combats, il travailla aussi les moments de personnages, s'assurant que le parcours de Frank Dux, de l'étranger respectueux au champion déterminé, est une structure émotionnelle. Même avec un dialogue limité et un scénario trop simple, Jean-Claude savait qu'il fallait faire en sorte que le public s'attache au personnage, ne serait-ce qu'un peu. Le monteur qui collabora avec lui admit plus tard que le sens du timing de Jean-Claude surpassait celui de certains réalisateurs formés. Il ressentait les scènes différemment. Après plusieurs semaines de remontage, ils assemblèrent une nouvelle version. Celle-ci était plus serrée, plus propre. Les combats frappaient plus fort. Le rythme était plus intense. La montée vers le match final fonctionnait enfin. Ce n'était toujours pas un film d'action hollywoodien poli,
Mais maintenant, il avait quelque chose. Un pouls, un sens du mouvement, une énergie brute impossible à feindre. Pourtant, le studio restait sceptique. Même après avoir vu la nouvelle coupe, certains exécutifs doutaient de ses performances. Ils envisagèrent une sortie directe en vidéo, ne voulant pas gaspiller d'argent sur une distribution théâtrale large. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Le studio testa le film auprès d'un petit public. Les spectateurs l'adorèrent. Ils acclamèrent pendant les combats, rirent aux personnages secondaires bizarres mais charmants, et se laissèrent happer par la simplicité de l'histoire. Le public ne connaissait peut-être pas grand-chose de Jean-Claude, mais ils aimaient ce qu'ils voyaient. Il avait une présence unique, athlétique, intense, expressive, même sans beaucoup de répliques. Le bouche à oreille commença à se propager. Canon Film décida de donner une chance au film. Ce ne serait pas une sortie massive, mais il atteindrait les salles. Pour Jean-Claude, ce fut un moment décisif, mais aussi terrifiant. Car même avec le film remonté et une date de sortie fixée, il était toujours fauché. Son contrat pour Bloodsport ne l'avait pas enrichi. En fait, il continuait à accepter des jobs occasionnels en attendant la sortie. Poser des moquettes, transporter des cartons. Il était connu, mais seulement dans les bureaux de Canon. À l'extérieur, il restait un acteur en galère à Los Angeles. Le succès de Bloodsport n'était pas garanti. À ce stade, c'était encore un film B avec un acteur principal modeste et un fond narratif flou. Pas de star à liste, pas de tournée promotionnelle, pas de grande campagne publicitaire. Si cela échouait, Jean-Claude n'aurait pas de seconde chance. Il n'avait pas de plan B, pas d'autres films en vue, pas d'économie. Tout ce qu'il possédait était lié à ce film martial risqué, instable, rafistolé, basé sur une histoire qui pourrait ne pas être réelle. Cette renaissance du film, arrachée par l'implication personnelle de Van Damme, illustrait le rôle crucial du montage dans les productions Canon, où des coupes initiales pouvaient condamner un projet. Son intervention, instinctive et passionnée, transforma un rejet en potentiel succès, démontrant que derrière les studios sceptiques se cachait souvent une vision artistique personnelle capable de sauver l'œuvre. Au moment où Bloodsport fut bouclé et que Jean-Claude contribua au remontage, la plupart des gens pensaient que sa lutte était terminée. Le film était prêt, le studio avait un plan, les combats étaient superbes, et il tenait le rôle principal. Qu'y avait-il de plus difficile ? La vérité, c'est que la partie la plus ardue se déroulait encore, et elle n'était ni sur le plateau ni en salle de montage. Elle se jouait dans la vie de Jean-Claude. Il a rapporté ces mots, « La plupart des gens ne savent pas à quel point c'était dur de faire Bloodsport. La vraie lutte a commencé après le tournage et le montage. Jouer dans Bloodsport était un rêve réalisé, mais aussi le plus grand cauchemar de ma vie. Même après avoir investi son cœur et son âme dans le projet, Jean-Claude restait sans le sou. Le salaire qu'il toucha couvrait à peine le loyer pour quelques semaines, si tant est. L'argent arrivait au compte-gouttes, et son contrat favorisait lourdement le studio. En bien des façons, le film lui avait coûté plus qu'il n'avait rapporté. Il vivait toujours sur le fil du rasoir, dormant parfois dans sa voiture, squattant le sol d'un ami, sautant souvent des repas pour pouvoir s'entraîner. Le tribut physique du tournage n'avait pas disparu, son corps le lancinait constamment des blessures non guéries. Mais le poids émotionnel était pire. Le doute le rongeait. Est-ce que cela allait vraiment marcher ? Est-ce que quiconque s'en soucierait à la sortie ? Et si Bloodsport échouait, le laissant sans rien ? Pendant des mois, Jean-Claude fut en limbo. Le studio ne promouvait pas le film agressivement, le budget marketing était infime. Il n'avait pas d'agent pour le pousser, pas d'équipe pour le soutenir. En bien des aspects, il était toujours ce gamin belge inconnu du début. Mais Jean-Claude ne resta pas les bras croisés. Il prit sur lui de créer du momentum. Il livra personnellement des cassettes VHS aux distributeurs, espérant les convaincre de donner une chance au film. Il se rendit à de petites projections et parla avec les fans. Il travailla dans des gyms et des écoles d'arts martiaux, propageant la nouvelle par le bouche à oreille. À un moment, Jean-Claude exécuta même son coup de pied volant signature pour des acheteurs potentiels en dehors d'un parking de studio, tout comme il l'avait fait des années plus tôt pour entrer dans le jeu. Le cycle bouclait presque. Ce n'était pas du glamour, ni de la gloire, c'était de la survie. Et c'est cette facette de Bloodsport que peu connaissent. La lutte désespérée en coulisses, les mois harassants après la production, le roller coaster émotionnel qui faillit le briser.
Les défis physiques sur le set étaient extrêmes, l'épuisement mental l'était tout autant, mais l'incertitude financière et personnelle représentait un autre type de bataille. Un combat sans adversaire clair, sans arbitre, sans limite de temps. Lorsque cela frappa enfin et changea tout. Bloodsport sortit en 1988 sans grand éclat, avec encore moins de soutien marketing. Sur le papier, c'était juste un autre film d'action à petit budget destiné aux câbles tardifs ou aux étagères VHS poussiéreuses. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Les spectateurs commencèrent à remarquer. La vidéo domestique devint le vrai tremplin de Bloodsport. Les locations et ventes explosèrent. Les fans copiaient les cassettes et les partageaient avec des amis. Les magasins de location rapportaient une demande constante. Le film devint un classique culte presque du jour au lendemain. Jean-Claude, autrefois un artiste martial brisé et inconnu vivant dans sa voiture, devint soudain une star. Mais ce succès vint avec une vérité aigre-douce. Peu connaissaient l'histoire complète, à quel point Bloodsport avait frôlé l'abandon, combien Jean-Claude avait sacrifié pour le réaliser. Les cicatrices physiques persistaient, la lutte financière traînait, et la pression pour se prouver ne faisait que croître. Pourtant, Bloodsport marqua un tournant, non seulement pour Jean-Claude, mais pour le cinéma d'arts martiaux. Il ouvrit la voie à une ère de combattants devenus acteurs et aida à populariser un genre longtemps méprisé. Sans Bloodsport, comment la carrière de Jean-Claude aurait-elle évolué? Cette question invite à la réflexion, soulignant l'impact culturel durable d'un film né de la précarité. Via le marché VHS, il toucha des générations, influençant la culture pop et affirmant la place des films d'action low budget dans l'histoire du cinéma. Cette vérité cachée, révélée des décennies plus tard, enrichit le legs de Bloodsport, transformant un récit d'action en une odyssée humaine intemporelle.